Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de Talido et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mister M pour la lecture et l'analyse de l'index des Blood Angels. On se retrouve aujourd'hui donc pour découvrir ensemble ce qu'ils deviennent les fils de Sanguinus, donc ce chapitre des Space Marines. On rappelle qu'ici on va être sur un supplément, donc pour l'intégralité des datasheets, c'est-à-dire des fiches d'unités auxquelles vous avez accès, vous avez aussi le droit de prendre les personnages non épiques flagués d'un autre chapitre, côté directement index Space Marine. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir la règle, on va dire, d'armée Space Marine, qui est le sarment de l'instant, qui est fait qu'au début de votre phase de commandement, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie et l'intégralité de votre armée pourra relancer les jets de touche et les jets de blessure, et ensuite deux façons de jouer avec votre règle de détachement. Soit vous choisirez de prendre la Gladius, c'est-à-dire les règles génériques des Space Marines, auquel cas vous aurez accès aux doctrines, aux stratagèmes et aux améliorations, soit vous jouerez avec les règles des fils de Sanguinus pour débloquer la règle, la soif rouge, qui fait que à chaque fois qu'une unité Adeptus Astartes de votre armée est choisie pour combattre, si elle a fait un mouvement de charge à ce tour, ajoutez la caractéristique de force et des attaques des armes de mêlée, donc l'unité est équipé. Qu'est-ce que tu penses déjà, toi, de cette règle versus des doctrines qui amènent énormément de choses, notamment le fait de pouvoir advance et charge qui, dans une armée de corps à corps, donne envie. Eh bien, premier débat. Effectivement, tu as entièrement raison. Est-ce qu'on va vouloir aller chercher finalement le détachement générique qui est la Gladius du Space Marine pour, comme tu viens de le dire, finalement bénéficier vraiment de l'advance et charge. En réalité, sur celle de Devastator, la doctrine Devastator, elle va pas vraiment nous être utile en Blood Angel, on le verra. On a quelques unités de tir, mais je pense pas que c'est ça qu'on va vraiment aller chercher. Donc on va vraiment se focuser sur cette possibilité-là. Ou pourquoi pas la tactique, qui est aussi pas trop mal. Et les stratagèmes qui sont quand même génériques au Space Marine, qui sont quand même très forts. Ou est-ce qu'on va vouloir partir sur du Blood Angel avec effectivement ce plus un force, plus une attaque? Moi, pour le moment, je suis assez séduit par le Blood Angel. On va le voir, les stratagèmes sont aussi très forts. Donc au bout d'un moment, c'est pas exactement le même que le Space Marine générique, mais on a de très bons stratagèmes qui, en tout cas, se valent. Et après, il y a ce fameux plus un force, plus une attaque. Plus une attaque, il faut se rendre compte que sur une armée de corps à corps, vous allez avoir beaucoup d'unités. La plupart du temps, ils ont 4 attaques. Entre 3 et 4 attaques, mais souvent les élites ont 4 attaques, c'est-à-dire que vous passez à 5, 25% de dommages potentiels en plus. Une règle qui donne à toute votre armée 25% de létalité en plus, c'est quand même pas déconnant. Le plus en force, c'est très clair, c'est pas ce qu'il y a de plus fort à l'heure actuelle en V10, parce qu'avec ces nouvelles paliers d'endurance, finalement le plus 1 change souvent pas grand chose. Maintenant, ce qui est quand même vrai, c'est qu'on va avoir des gantelets énergétiques et des marteaux tonnerres qui ont passé force 9. Cette force 9 va nous permettre de commencer à attaquer les land speeders, les rhinos, en tout cas les petits véhicules beaucoup plus facilement. Donc malgré tout, c'est pas non plus complètement bidon. Et puis on le verra aussi, il y a quand même des unités qui ont une force 5 qui elles vont passer force 6. Cette force 6, mine de rien, elle va débloquer de nombreux paliers contre des grosses unités tanky aujourd'hui qui existent, comme les Terminators, comme les possédés chez les Space Marine du Chaos, ou tout simplement quand on va jouer contre du Xeno, qui est de l'endurance 3, on va commencer à le blesser sur du 2. Donc mine de rien, ce petit palier 6, lui, fait quand même plaisir, et on va le voir, il y a quand même pas mal d'unités dans le Space Marine basique ou en Blood Angel qui vont bénéficier de ça. Donc tout ça réuni fait qu'au bout d'un moment, vous allez devoir faire le choix. Est-ce que je pars sur une grosse létalité avec finalement ce détachement Blood Angel, ou une létalité plus faible mais ma capacité à mieux me projeter avec le Space Marine? Là-dessus, ça va être vraiment, je pense, à la fois des choix de joueurs, de l'envie de jeu, et puis aussi de notre capacité à se rendre compte avec la maturité de la version de est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir finalement des gros coups de poing qui frappent très fort parce que j'ai sans ça en fait les unités qui sont tankées adversaires, je peux pas les sortir. Et donc j'ai besoin d'avoir mon plus en force, mon plus en attaque, ou finalement, même sans ça, mais avec l'advance et charge, ça suffit pour clean ce que je dois clean. Donc là pour le moment, c'est un peu la maturité du jeu qui va nous dire ça, mais en tout cas, c'est bien. Yes, honnêtement c'est super cool de se dire que les Blood Angels n'ont pas été ratés dans ce sens-là, puisqu'il y a un vrai choix qui va s'offrir à nous, ce qui est moins vrai malheureusement quand on regarde un petit peu les Space Wolf ou d'autres chapitres comme ça, où on va quasi systématiquement rester du côté de la Gladius. Pour illustrer tout ça, on va parler maintenant des stratagèmes, on va commencer par le sacrifice de l'ange qui vaut 1 PC, on va pouvoir l'utiliser à n'importe quelle phase, ami ou ennemi, on va l'utiliser sur une unité personnage Adeptus Astartes de votre armée qui vient d'être détruite. Alors jusqu'à la fin de la bataille, chaque fois qu'une unité Adeptus Astartes ami attaquera la cible, donc qui est le régicide, alors on pourra relancer les jets de touche. Alors celui-là il a beaucoup changé par rapport à avant, ou avant, pour rappel, mais on s'en fout, ça permettait de faire une sorte de taunt. Là quand même, pour un PC, globalement ce que c'est en train de dire c'est t'as tué mon personnage, ok, donc c'est un peu dommage, mais maintenant toute mon armée jusqu'à la fin de la game sur ton unité qui vient de tuer mon personnage va avoir une full reroll pour toucher. Là, au tir et au corps à corps. Tout. Donc très fort, quand même très fort. Ça veut dire que
indirectement, ça fait une sorte de double out of moment. C'est-à-dire que cette unité-là, elle est maudite avec out of moment, et c'est là pendant toute la fin de la game, je serai full reroll pour Je toucher. te vois trop, t'es envoyé un petit perso de merde. Oh bah dis. Bah, non, mais tu rigoles, mais c'est un peu ça finalement quand vous avez une des stars en face de vous. Ou d'un moment, ça peut être intéressant d'avoir une unité avec un personnage, l'envoyer, savoir que potentiellement on va la tuer, mais bon, on va le voir que quand on meurt, on peut frapper en mourant, il y a d'autres choses, donc malgré tout, on fera quand même nos dommages. Et toute la fin de la game pour un PC dire bah maintenant sur ton unité j'aurai tout le temps full reroll pour toucher. Franchement pour un PC c'est quand même bien. Yes, on enchaîne ensuite avec un qu'on connaît déjà, c'est l'armure du mépris. Il vaut un PC, on l'utilise à la phase de tir ou de combat adverse uniquement, attention je précise. Et une unité Adeptus Astartes qui est la cible d'une attaque qui va pouvoir dégrader la pénétration d'armure des attaques de 1. Bon bah rien à dire si ce n'est que vraiment ce stratagème est vraiment très fort. C'est ce qui donne en fait la tankiness aujourd'hui à tout ce qui est armure énergétique like. C'est encore plus fort sur du Terminator où on va le voir sur tout ce qui est avec 2+ de save et on sait que chez le Blue Angel il y en a notamment les Golden Boy. Donc c'est vrai que ce stratagème là cumulé avec des sauvegardes de couvert fait que on commence à avoir des unités qui sont dures à sortir. Ensuite on va avoir l'offensive agressive qui vaut un petit PC qui s'utilise à la phase de combat. On va choisir une unité Adeptus Astartes avant qu'elle ne consolide, c'est-à-dire une fois qu'elle aura tapé au moment où elle va pouvoir faire ses 3 pouces vers l'ennemi le plus proche ou si ce n'est pas possible vers l'objectif le plus propre, vers le plus proche aussi. Et dans ce cas alors elle va pouvoir se déplacer de 6 pouces au lieu de 3 pouces à condition que l'unité vous mette à portée d'engagement d'une unité ennemie. Ça, mine de rien, je trouve ça très fort. Très fort parce que gagner 6 pas de move, en fait, aujourd'hui sur les phases de corps à corps, c'est ce qui fait la différence entre, au bout d'un moment, mon unité se retrouve dans la pampa ou mon unité a le move pour venir t'engager et donc de faire vraiment ces 6 pas là et d'arriver à engager au corps à corps potentiellement derrière une ruine, dans une forêt, peu importe. Et mine de rien, autant aujourd'hui un adversaire quand il joue contre du corps à corps faire des lignes de 3 pas, 1 pour être sûr que si tu me clean mon premier rang, en fait, t'as jamais la consolidation pour venir m'impacter et donc tu resteras là où tu viens de me tuer et moi à mon tour je te tue, c'est assez simple. Maintenant, dire à ton adversaire, en fait, moi pour un PC, et c'est pas à 3 pas 0-1 qu'il faut que tu te mettes, c'est à 6 pas 0-1. Là déjà, il y aura beaucoup de moments où peut-être au T1, c'est facile à faire parce qu'on fait ses bulles, et puis quand on commence à jouer qu'à la réalité du combat, eh ben on aura toujours des personnages qui seront pas bien placés et ainsi de suite. Et à ce moment-là, dire ok, bah maintenant je vais consolider vers ton unité la plus proche, ça fait 6 pas, déjà je prends 6 pas de move, quand on joue au corps à corps, on est très content de les prendre. Je t'engage, et maintenant on va le voir, tu peux avoir des malus si tu désengages, ainsi de suite, c'est très bien. Ensuite, on va avoir le carnage rouge. En temps de désespoir, la fureur et la vélocité peuvent être le meilleur allié d'un combattant. C'est vrai. Fallait que je la dise. Ensuite, le mec, il dit pas le strat. Il s'en fout, le fluff. Pour un PC, en gros, ça va s'utiliser à la phase de combat, ami ou ennemi. On va pouvoir prendre une unité Adeptus Astartes de son armée qui n'a pas été choisie pour combattre et elle va hériter des règles lance et touche fatale. Lance, c'est que si on a chargé, on a plus un pour blesser et touche fatale, ça fait que sur une touche critique, en général un 6, ça sera blessure automatique. Pour un PC, franchement, ultra violent, c'est-à-dire que n'importe quelle unité de son armée, voire plus un blesse, et en plus les 6 qui blessent auto, vont faire que en fait n'importe quelle unité Blue Angel va devenir ultra létale au corps à corps. Et donc c'est ce qu'on attend du Blue Angel, mais on va le voir qu'en plus on a déjà des unités qui de base sont plutôt costauds. Donc avec ce stratagème là, on passe encore un cap, et là aussi c'est très bien, c'est qu'en gros on peut se dire j'envoie une unité avec out of moment, j'ai tous mes bonus, reroll pour tirer, reroll pour blesser, donc en gros je t'atomise une unité, mais mon autre unité qui vient de te charger là, j'ai un PC, elle va avoir aussi des bonus pour te blesser et te tuer, donc potentiellement je te sors 2 unités assez facilement, donc vraiment c'est très fort. Yes, ensuite pour 2 PC, seule la mort met fin au devoir, tout simplement ça va s'utiliser à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait pris une unité à nous pour cible, alors quand une figurine meurt, si celle-ci n'a pas déjà tapé, va pouvoir le faire de façon automatique. Ça c'est vraiment le stratagème qui permet aux armées de corps à corps de finalement dominer ces phases de corps à corps, parce qu'en fait votre adversaire il va vous charger, il va vous faire un fight first, donc la plupart du temps il va choisir une unité, celle-là vous allez claquer ces 2 PC là pour dire ok, tu frappes en premier, mais sache que moi de toute façon je frappe en mourant, donc en gros on va faire un trade d'unité à ce moment là, et si j'ai encore 2 PC à côté, je t'interromps avec mon unité si tu m'as chargé 2 fois, et maintenant je te tape dessus, et quand on voit les bonus que j'ai en Blue Angel potentiellement, je te sors. Donc ça veut dire que potentiellement pour que l'adversaire commence à gagner les trades de corps à corps, il faut qu'il vous ait engagé sur 3 fronts différents, pour se dire que à la cascade de la ressource, c'est lui qui va gagner et pas vous. C'est dur de le faire parce que la plupart du temps on n'a pas 3 unités qui vont charger ainsi de suite. Donc ce stratagème là, très clairement, quand vous faites des matchs de corps à corps, vous savez que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours 2 PC dans votre pocket pour dire à votre adversaire viens, pas de problème, parce que à ce jeu là c'est moi qui vais gagner, et ça c'est vraiment très fort, surtout quand tu as une armée qui est full corps à corps. Yes, et dernier stratagème, ça va être l'assaut implacable. Il vaut un PC, on va l'utiliser à la phase de mouvement juste après qu'une unité Adeptus Astartes est battue en retraite. Alors jusqu'à la fin du tour, elle pourra rester éligible à déclarer une charge à un tour où elle l'a battue en retraite.
Alors, celui-là, il est vraiment exceptionnel. C'était vraiment un des problèmes du Blue Angel qu'on a souvent connu, qui est en gros des gros bonus quand il charge. Sauf que quand il se faisait charger, qu'il était loqué, bah il pouvait pas désengager charger, il pouvait rien faire, il restait au corps à corps sans ses bonus, il frappait beaucoup moins bien, il perdait sa létalité, il était vraiment embêté. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs qui étaient un peu malins essayaient parfois juste de venir consolider sur le Blue Angel en disant bah voilà, je viens de consolider sur toi, t'as plus tes bonus, tu me frappes pas, derrière tu me tues pas, t'es engagé à ton tour, tu fais quoi? Bah t'es un peu embêté. Là, c'est la réponse très claire en disant en fait, il y aura pas un moment dans la game où une unité à moi coup de poing n'aura pas la possibilité, si jamais j'ai pas réussi à te tuer, de dire à mon tour je désengage, je bouge de 12 si j'ai des jetpacks et je te recharge derrière. Donc vraiment, c'est le stratagème qui rend l'armée viable pour moi. En tout cas, sur le fait qu'on n'ait pas toutes les doctrines qu'on connaît, mais en tout cas qui permet de dire mon unité coup de poing, en fait, elle sera jamais loquée et elle aura toujours venir te charger et t'impacter où j'ai envie. Donc c'est très fort. On le sait, hein, dans cette 10e édition, on commence la partie avec 0 point de commandement, ça veut dire qu'on en aura au maximum 2 par round, sauf si on a des petits mécanismes pour en récupérer. Est-ce que ça veut dire, tu penses, en Blood Angel, que tu vas devoir aussi accepter d'économiser, on va dire, sur le round 1, pour arriver round 2, le tour où tu vas impacter, voire round 3, le tour où tu vas réellement impacter, avec entre, allez, 3, peut-être 5 PC dans la poche à l'issue du round? Je pense que tu as entièrement raison, les points de commandement chez le Blood Angel en fait sont très précieux. Tous les stratagèmes sont vraiment très forts et très impactants en fonction de l'armée que vous avez en face, hein. Donc vraiment il faudra bien réfléchir comment on les utilise. On va le voir, mais le problème de l'index Blood Angel, c'est que il n'y a pas de moyen de gagner des PC. Donc en fait, techniquement, on n'en aura que 10. Donc je pense que c'est aussi un index qui, dans la construction de liste, nous incite à vouloir jouer les cartes sur les missions secondaires pour pouvoir défausser parfois des cartes et gagner des PC au moment opportun et se dire là ce tour-ci j'ai quand même besoin d'impacter, donc avec les cartes j'essaie. Je m'assois sur 4-5 mais à côté de ça je gagne un PC. Peut-être. Et donc en tout cas c'est, moi je vois pas d'autre moyen aujourd'hui de se dire je gagne des PC facilement en Blood Angel. Donc c'est vrai que quand on fait ces listes, je pense qu'en tant que Blood Angel il faudra un peu réfléchir, se dire ok, qu'est-ce que je prends comme unité qui peuvent me permettre de faire les secondaires tirages de cartes assez facilement. On va voir, on a une armée qui est très mobile, qui peut tirer, qui peut bouger de 12 assez vite, donc globalement qui va bien se comporter sur ces missions secondaires un peu aléatoires, parce que quoi qu'on tire, on aura toujours entre guillemets un moyen d'y arriver. Mais je pense qu'effectivement, pour vraiment s'assurer un nombre de PC satisfaisant pendant toute la game, on aura plutôt envie d'aller jouer ce type-là de secondaire. On va enchaîner ensuite avec les améliorations. On rappelle qu'en 2000 points, on peut en avoir jusqu'à 3 sur les 4 qui sont disponibles, qu'on peut les mettre sur des personnages qui ne sont pas des héros épiques et que tout ça se paye en points. On va commencer par l'artiste de la guerre qui vaut 20 points. Ce guerrier est un véritable artiste, sur et hors du champ de bataille. Son talent s'exprime dans la finesse de son équipement qu'il fabrique lui-même. En gros, ça va lui permettre d'avoir -1 la PA supplémentaire et surtout une sauvegarde à 2. Alors la sauvegarde à 2, elle est clairement anecdotique parce que alors oui on peut se faire sniper, oui c'est plus dur, mais bon globalement franchement c'est pas ce qui va avoir un gros impact. En revanche le -1 PA c'est sur les armes, c'est sur toutes les armes dont on est équipé. Donc les armes de corps à corps, les armes de tir. Donc là ça commence à devenir intéressant parce qu'on va le voir très souvent, on a des armes de corps à corps qui ont une PA-2, qui passent à PA-3, qui changent totalement les ratios. Sur certaines armes de tir pareil on peut passer à PA-1 ou PA-2 en fonction. Donc franchement, vu qu'il est pas très cher celui-là, vous avez des petits points qui vous restent de côté, venir le prendre pour améliorer l'équipement de votre personnage, enfin pas défensif, même défensif on va dire c'est le petit bonus, c'est petite cerise sur le gâteau, mais offensif, moi franchement je le trouve bien. Ensuite on va avoir l'écharpe de l'archange qui vaut 25 points, mais c'est normal, parce que lorsque Sanguinus affronta Horus, il maniait une lame magnifique qui vola en éclats contre l'armure profane du maître de guerre. Les éclats de cette lame furent réunis et de nouvelles épées furent forgées. En gros, auto-include surtout quand vous le connaissez. Figurine Adeptus Astartes seulement, les armes de mêlée du porteur ont les aptitudes anti-KO 5+, et lance. Donc lance si on a chargé +1 pour blesser, et quoi qu'il arrive, blessure critique sur du 5+. Alors, de toute façon, je pense qu'une règle qui donne +1 wound à un personnage, n'importe lequel déjà, c'est très fort. Au bout d'un moment, on va pas se mentir, on gagne des attaques, +1 wound, +1 force, ainsi de suite. Là, quand même, on a un personnage qui de base frappe très fort. Après, l'anti-KO, j'allais dire, c'est la cerise sur le gâteau. KO, aujourd'hui, on va avoir le War Leader, le Thousand Sun, la Death Guard, le Space Marine du KO, le CK. Il y a quand même un certain nombre de codex. Quand on commence à faire des blessures critiques sur du 5+, et qu'imaginons on a essayé de mettre ça sur un marteau tonnerre, par hasard, hein, imaginons, on a quand même un marteau tonnerre qui du coup est force 9 à la charge, +1 pour blesser de façon native, il commence à quand même envoyer des petites patates, et en plus de ça, quand vous allez faire des blesses, chaque fois que vous faites des 5, vous allez mettre 2 mortels, 2 mortels, 2 mortels. Franchement, alors elle est chère, mais elle est vraiment bien aussi, je trouve. Alors, on n'aura pas toujours les 25 points, on pourra pas tout mettre, hein, mais elle est quand même aussi intéressante. Yes, ensuite on va avoir le visage de mort qui vaut 15 points. Figurine Adeptus Astartes seulement, tant qu'une unité ennemie hors véhicule et monstre est à portée d'engagement du porteur, divisé par 2 la caractéristique de contrôle d'objectif des figurines ennemies. Celui-là, je trouve vraiment assez moyen parce que, alors,
On se rappelle qu'aujourd'hui, avec le designer note, quand on divise par 2, on arrondit toujours au supérieur. Donc en gros, ceux qui sont au C1 restent au C1. Donc en fait, ça va impacter ceux qui commencent à être au C2 ou plus. En réalité, dans le jeu des OC2 ou plus, il va n'y en a pas avoir tant que ça. Et surtout, une fois qu'on aura commencé à le charger avec son unité où il y a un personnage attaché qui tartine, je pense que des unités avec OC2, de toute façon, il n'y en restera pas beaucoup sur le point après. Donc de toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de diviser l'OC d'une unité qu'on aura certainement lavé ? Pas sûr, donc vraiment celui-là, je suis pas convaincu. Ensuite, on va avoir l'icône de l'ange qui vaut 10 points. En gros, ça va être pour une figurine à start test seulement. À chaque fois qu'une unité non monstre et non véhicule est à portée d'engagement de cette unité, si celle-ci décide faire un mouvement pour battre en retraite, alors elle devra faire des tests de fuite désespérée, sous-entendu mourir sur du 1-2. Et si l'unité est ébranlée, alors elle aura un malus de -1, donc ça sera sur du 1-2-3. Moi, celui-là, alors il est pas très cher non plus. Il est pas allé hyper fou, mais c'est vrai qu'on va le voir quand même. Je pense qu'il y aura peu d'armées qui auront envie de rester au corps à corps avec de Blood Angel, parce que au bout d'un moment, surtout si c'est vous qui avez impacté, on se rappelle comme on fait, c'est un ping-pong inversé. Donc votre adversaire à son tour, il fera d'abord les fight first, vous aussi, et puis une fois qu'on aura fini ça, ce sera à vous de taper en premier, de choisir une unité. Donc si vous êtes resté au corps à corps, c'est vous qui allez taper en premier. Donc l'adversaire va dire oula, est-ce que je reste parce que je vais me faire laver, ou est-ce que finalement je désengage. Souvent on va avoir envie quand même plutôt de désengager, on va dire, mais ce qui va se passer, c'est qu'ok, tu désengages, mais sache que de toute façon déjà sur du 1-2 tu vas perdre des figurines, et potentiellement sur du 1-2-3. Donc c'est vrai que mine de rien, c'est-à-dire que même si tu te désengages, je te fais de la létalité. Pour 10 points, c'est quand même pas mal. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pareil, ça demande à l'adversaire de réfléchir à ce qu'il va faire, et s'il reste au corps à corps, alors là vous êtes au chaud avec votre unité de corps à corps qui va pas se faire tirer dessus, donc je pense qu'il va quand même se désengager, mais potentiellement il va quand même perdre des unités à ce moment là. Pour 10 points, c'est bien. On a fait le tour des stratagèmes, des améliorations et surtout de la règle de détachement Blood Angel, et pour le coup ça va dans le sens de ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on va vraiment hésiter. Les stratagèmes sont excessivement forts et c'est très cool. En fait c'est cool enfin d'avoir le choix et de réfléchir en termes de rejouabilité, ça va amener beaucoup. Parfois on va préférer peut-être ne pas se prendre la tête et jouer avec de l'advance charge sur un round de bataille entier avec les doctrines. En tout cas pour l'instant on a le choix et je trouve que c'est très sympa et c'est très sain ce choix-là. Bah oui, et puis on va le voir, en plus on a des datasheets qui vont dans ce sens-là, donc ça donne de la réflexion. On va enchaîner ensuite avec les personnages. On va commencer par Astaroth qui vaut 100 points de victoire. Lui, il est héros. 100 points de... pas de victoire, ça serait trop bien. Non, mais... Écoute, je viens de sortir Astaroth, ça fait 100 points de victoire, tu as perdu. D'accord. T'as intérêt à mettre la peinture. Qui lui vaut 100 points et qui est une unité meneur qui peut rejoindre les compagnies de la mort à réacteur dorsal. Au niveau de ses petites aptitudes, déjà il va avoir rédempteur égaré, puisque tant que cette figurine mène une unité, en gros elle va permettre d'avoir, on va dire, un seul la mort met fin au devoir sur du 4+, gratuitement, hein. Je rappelle que ça normalement dans tous les autres codex c'est 1 PC ou 2 pour les Space Marines, parce que c'est automatique, il n'y a pas besoin de faire le jet de dés. Et surtout, messe de la perdition, une fois par bataille, quand l'unité de cette figurine fait un mouvement de charge, cette figurine peut utiliser cette aptitude, au ce cas elle va hériter de la règle blessure dévastatrice. Quand on regarde un petit peu Astaroth, il va avoir un pistolet bolter, encore une fois pourquoi pas, parce que ça peut faire des actions en fin de game, et surtout il va avoir la hache de l'exécuteur, il va faire 4 attaques en force 6, PA -3, dégâts 2, blessure dévastatrice. Alors, le petit problème de ce personnage, enfin il a plein de super règles et tout ça. Moi le seul petit défaut que je lui trouve, c'est que je trouve que lui-même tartine pas assez. Pour un Blood Angel, alors il gagne quand même plus d'une attaque, il a plus en force, mais il a un petit goût de je tartine, mais peut-être pas assez fort. Maintenant, gros bémol, il donne quand même à toute l'unité qui va l'idée Devastating Wound. Donc quand même globalement, quand on commence à avoir une unité de 10 compagnies de la mort à jetpack qui ont des gantelets, qui quand ils font des 6 pour blesser vont faire de la mortelle directement, c'est quand même plutôt sympathique, hein. Donc quand même le bonus qu'il donne à l'unité est très fort. Ensuite l'autre chose c'est qu'il est chapelain. Chapelain, pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'on va le voir après quand on fera la compagnie de la mort. Ils ont une règle qui est la rage noire, qui fait que leur règle c'est que de base ils rerollent tout leur jet pour toucher, donc ça c'est très fort. Mais en contrepartie de ça, s'il n'y a pas un chapelain dans les 12 pas de l'unité, de OC1 il passe à OC0. Donc vous allez avoir besoin de jouer des chapelains en fait quand vous allez jouer Blood Angel, notamment si vous jouez la compagnie de la mort. Donc autre bonus que lui apporte quand même le fait qu'il soit chapelain et qu'il lead entre guillemets la compagnie de la mort, qui gardera son OC jusqu'au bout. Donc rien que pour ça aussi on a envie de le jouer. Donc globalement il est relativement cher par rapport, on va dire, à son impact, mais pour tous les bonus qu'il apporte à côté, franchement il est super et ça fait partie des premiers personnages, et on va le voir, il y a une série de personnages qui sont exceptionnels, qu'on a envie de jouer dans son armée. Ensuite on va redécouvrir l'iconique Predator Ball. Au moins il a le mérite de pas être très cher, puisqu'il a 125 points pour un mouvement de 12, une endurance de 10, 11 PV, sauvegarde à 3. Derrière il va avoir l'aptitude moteur gonflé, qui fait que quand il décide d'advance, déjà il peut relancer les jets d'advance, et en plus il transforme les armes quand il cible de l'infanterie en assaut, donc pas de malus pour tirer,
déjà la capacité de pouvoir tirer tout court et pas de malus pour le faire sur de l'infanterie. Ensuite, on va avoir le choix pour l'équiper soit d'un canon d'assaut jumelé qui fait blessure dévastatrice et 6 tirs de force 6 en PA dégâts 1, mais relance pour blesser, ou alors le canon Flame Storm balle qui va à 18 pouces faire des 6 tirs plus 3 torrent, donc ça sera des touches force 6 PA-2 dégâts 2. En plus de ça, il va avoir plein de petites choses. Gratuitement, on va lui mettre un lance-missile Storm et on peut aussi lui mettre un bolter Storm et soit 2 lance-flammes lourds, soit 2 bolters lourds. Certainement les bolters lourds. Et très certainement le lance-flamme, comme tu viens de le dire. Celui-là, vraiment, alors voilà, pareil, assez déçu jusqu'à présent de ce véhicule qui a eu du mal à trouver sa place. Là, pour le coup, il bouge de 12, il advance, il tire après son advance, donc techniquement, il commence à avoir de la mobilité pour un char. Son lance-flamme, pour moi, est peut-être un peu pété parce que c'est comme du lance-flamme portée 18. Portée 18, ça commence à faire beaucoup quand on bouge de 12, hein. C'est-à-dire qu'à 30 pas, je te tire dessus et en plus avec mon advance. Donc. Et derrière, des 6 tirs plus 3 de force 6, pas moins 2 dégâts 2. Vu que je suis torrent et que je peux te tirer dessus pendant ta phase de move ou pendant ta phase de charge avec l'Overwatch, et donc du coup avec le tir en état d'alerte, donc je te touche auto, il y a quand même un endroit où une fois que ton Predator Ball il est placé à un bon endroit, tu vas dire à ton adversaire est-ce que tu viens, est-ce que tu veux te déplacer là, parce qu'au bout d'un moment le petit PC pour te les mettre, je vais quand même te le mettre dessus. Franchement, il est vraiment bien. Et puis dernière petite cerise sur le gâteau, comme tu viens de le dire, vu que les armes deviennent assaut quand on advance, on tire après une advance, donc c'est-à-dire qu'on bouge de 12 plus 1 des 6, potentiellement pour faire des actions en fin de game, en début de partie, faire des choses aussi, il peut le faire assez facilement, assez bien. Donc ça reste un gros châssis, ça reste du véhicule, ça passe pas à travers les murs, mais franchement c'est un bon véhicule. On continue ensuite avec 2 profils. Le premier, ça va être le frère Corbulo, qui est la première occurrence de prêtre sanguinienne, qui coûte 75 points. Ensuite, on va retrouver 2 occurrences de prêtre sanguinien qui vont être à 100 points à pied et 110 points en réacteur dorsal. Là où pour le coup on va avoir une petite doléance, c'est le fait que en termes justement d'unité, ils ne vont pouvoir rejoindre, en tout cas pour frère Corbulo ainsi que pour le prêtre à pied, uniquement les escouades d'assaut, les escouades dévastateurs, les escouades tactiques et les escouades vanguard. Bon, par contre les buffs sont excellents, c'est même intéressant. On se dit que pour 75 points, Corbulo va donner un insensible à douleur à 5, tout comme sa version générique, mais lui va surtout pouvoir donner plus une attaque à l'unité. Là où le prêtre sanguinien de base va lui améliorer la pénétration d'armure de 1. Donc non, c'est très dommage d'avoir mis cette notion de meneur pour justement des prêtres sanguiniens. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait, on ne verra pas la figurine de l'édition. Pour le moment non, parce qu'effectivement comme tu veux le dire, est-ce qu'on va me donner une escouade tactique ou dévastateur plus une attaque, 5 plus Phenopain? À la limite le 5 plus Phenopain sur le dévastateur, si on a envie d'en jouer, pourquoi pas, mais est-ce qu'on va aller chercher ce leader là alors qu'il y a plein d'autres leaders qui peuvent donner plein d'autres bonus? J'en suis pas persuadé. Ce qui est quand même vrai, c'est que malgré tout le prêtre sanguinien à réacteur dorsal, quand on le met avec des Vanguard vétérans à réacteur dorsaux, on commence à avoir une unité. Alors le Vanguard vétéran à réacteur dorsal, c'est clairement pas l'unité aujourd'hui la plus phare qu'on a chez Space Marine. Maintenant, le fait d'avoir un petit bonus de PA en plus, ça change quand même beaucoup de statistiques, et votre saturation que vous allez faire normalement, qui peut faire souvent un prout quand vous le jouez en Space Marine normaux, là en Blood Angel avec la plus 1 en force, la plus 1 attaque et le plus 1 PA, même une unité entre guillemets de corps à corps moyenne quand le Vanguard vétéran commence à être une unité tanky, sachant qu'on peut aussi, si on a envie, sur le Vanguard vétéran à réacteur dorsal, les équiper comme à l'époque avec des boucliers tempête et une arme de corps à corps. Ce qui veut dire que vous aurez une unité qui bouge de 12, qui a une 4 plus invulnérable, un 5 plus Phenopain, 2 PV, Armor of Content, et qui quand il tape quand même à l'escarmouche, alors ça va pas aller taper la Death Star, mais quand ça va taper autre chose qu'une Death Star, malgré tout que ça paie à -3, ça va commencer quand même à faire un trou. L'avantage aussi, c'est qu'on peut à l'intérieur mettre d'autres meneurs que lui, puisque lui ne compte pas en tout cas par rapport au capitaine et ainsi de suite aux figurines qu'on pourrait mettre avec les Vanguard. Donc effectivement, pour en plus en rajouter, est-ce qu'on va rajouter tout ça sur le Vanguard vétéran? Pourquoi pas, en tout cas on peut, mais c'est vrai que malgré tout je trouve que dans une optique de se dire on veut une unité qui tienne la map, qui bouge vite, qui peut être là pour faire des actions, sur laquelle je leur mets une 4 plus invulnérable, 5 plus Phenopain, un profil de Space Marine, Armor of Content, effectivement comme tu l'as dit, moi je trouve que c'est pas déconnant. Après c'est quand même 110 points en plus pour avoir son unité de Vanguard qui commence à être un vrai couteau suisse, ou en tout cas une plaie à gérer avec tous ses bonus. Je sais pas si on ira jusque là, mais en tout cas c'est une option de jeu. Ensuite on va aller découvrir le bon vieux capitaine Tico, qui lui vaut 75 points. C'est donc un meneur qui va pouvoir rejoindre une unité d'assaut, d'état-major, de tactique ou de vétéran Vanguard.
particulier, c'est dommage, hein, parce que pour le coup, on aurait peut-être envie de se faire plaisir avec ce genre de petit personnage entre guillemets narratif. Là, il va donner comme bonus des commandements surdoués, puisque tant que cette figurine mène une unité, à chaque fois que l'unité est choisie pour tirer, choisissez une des aptitudes suivantes parmi assaut. On rappelle le fait de pouvoir advance sans malus, enfin en tout cas en pouvant tirer. Lourd, si on reste immobile, on a +1 pour toucher. Et enfin, tir rapide, le fait que quand on tire sur une unité qui est à moins de la moitié de la portée de l'arme, alors on ajoute un tir. Et ensuite, une règle qui peut surprendre, c'est rancœur. Première fois qu'une attaque est allouée à cette figurine, après que l'unité attaquante a résolu ses attaques jusqu'à la fin de la bataille, la main du mort, c'est-à-dire son arme de corps à corps, passe attaque 12 pour 12 attaques de force 4 permosant dégâts 2. Je trouve ça mignon, quoi. Alors quand il charge, ça fait quand même 13 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2. Avec lance, ça fait du létalite et +1 pour wound. À la fin, il est pas content. À la fin, vous avez essayé de le tuer, c'est pour ça qu'il lui manque une partie du visage. Vous voyez, en fait, vous avez certainement essayé de le tuer, vous avez fait tomber son masque, ou son visage maudit, moche, on le voit, ça le plaît pas. Donc là, il arrive et puis distribue des pains d'amour. Plus sérieusement, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, c'est-à-dire 12 attaques. Je sais même pas s'il y a une autre figurine, à part peut-être Angron ou des gros Primarques, qui arrivent et qui te mettent 12 patates dans la tête. Donc ça, c'est quand même relativement rigolo. Après, effectivement, comme tu le dis, il lead pas forcément les unités phares qu'on a envie de leader, mais la figurine elle-même, ou d'avant, si elle est blessée, ou un sniper qui passe par là, qui vous met un truc qui vous tue pas, t'aurais pas dû faire ça, mon gars. Parce que là, maintenant, je suis pas content. Ça, c'est quand même rigolo. Yes, on va enchaîner ensuite avec une belle pépite. Malheureusement, c'est un mauvais meneur. Ça va être le maître archiviste Méphiston, puisque lui, il vaut 120 points. Il peut rejoindre des escouades d'assaut intercesseurs, d'intercesseurs et de vétérans Sternguard. À la limite, avec les Sternguard, il est vraiment magnifique. Déjà, il va donner frappant en premier à lui ou à son unité. Ensuite, il va donner un insensible à la douleur à son unité contre les attaques psychiques. Et ensuite, il va avoir le regard paralysant qui fait qu'au début de votre phase de combat, on va pouvoir choisir une unité ennemie à portée d'engagement et jeter un dé. Sur un 1, c'est le psycheur qui prendra des 3 blessures mortelles. De 2 à 5, on va dégrader de 1 la capacité de combat, c'est-à-dire -1 pour être touché, mais cumulatif des unités ennemies. Et sur un 6, ça sera -1 pour la capacité de combat et -1 attaque. Ensuite, en plus de ça, c'est quand même un bon dueliste parce qu'avec sa petite règle Vitarus, il va faire des attaques psychiques au corps à corps. Il va faire 6 patates de force 9, PA-3, dégâts D3. Et au tir, il va pouvoir avoir la fureur des anciens qui est un sort de feu sorcier. Il va quand même faire 3 attaques en 2+, force 5, PA-2, dégâts D3. Et qui va tout simplement avoir touche soutenue 3. Plus il a son petit pistolet à plasma. Franchement, comme tu dis, en fait, lui-même, ça reste un monstre. En fait, moi, je le vois comme un bodyguard d'unité de tir. C'est-à-dire que en gros, une unité de tir, souvent on a envie de venir la chercher au corps à corps, sauf que si on vient la chercher au corps à corps, on a quand même Méphiston qui fight first, donc qui frappera avant vous, qui va vous mettre quand même ses petites attaques, ses pains d'amour, force 9, PA-3, donc là quand même, il rigole 0 au corps à corps, qui en plus potentiellement vous va dégrader vos statistiques de corps à corps, donc va faire que même si vous tuez pas d'un coup votre unité, vous allez quand même moins bien frapper et faire moins de dommages. Donc c'est vrai que dans cette optique là, de se dire, lui vient protéger mon unité de tir, qui serait les Sternguard vétérans comme tu l'as dit, ou pourquoi pas finalement des petits intercesseurs qui cliquent, parce que les autres intercesseurs d'assaut, pourquoi pas, pour avoir encore un meneur qui punch encore plus, pourquoi pas, parce que les intercesseurs d'assaut ils peuvent avoir un gantelet énergétique, mais les intercesseurs de base, on peut équiper le sergent avec une arme de corps à corps, pourquoi pas. On se rappelle la règle sticky, c'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'ils ont contrôlé un objectif, on le garde jusqu'au bout de la partie. Avec Méphiston, ils vont commencer à aller un peu plus sur la map. Lui, s'il charge, il impacte avec le sergent de l'unité intercesseur et il met quand même des pains. Et derrière, il contrôle les objectifs et il vous les garder même s'il se barre. Donc on peut avoir cette option de jeu là qui est quand même pas mal. Et pour une fois, franchement, on a un Méphiston qui frappe fort, même si encore, toujours un peu la même déception, c'est D3 dommages. Donc on a toujours ce côté vraiment random sur les dommages qu'on va faire entre 1 et x3. Donc ça c'est un peu le défaut de la figurine, mais sinon quand même en lui-même il tartine bien. Ensuite on va voir le commandeur Dante qui vaut 135 points, qui peut rejoindre une unité bien évidemment de garde sanguinienne, de vétéran Vanguard à réacteur dorsal ou d'assaut à réacteur dorsal. Il va avoir comme aptitude Seigneur Régent de l'Imperium, ça veut dire qu'en gros son unité lui-même va avoir +1 au jet de charge et aussi +1 au jet de touche. Et lui il va aussi être porteur du masque mortuaire de Sanguinus, qui est que à la phase de combat, les unités ennemies à 6 pouces de lui vont devoir faire un test d'ébranlement avec un malus de -1 sur le commandement. Alors celui-là, Dante, il y a du bon, du moins bon. Le seule chose que je trouve un peu moins bon par rapport à ce qu'on avait pu connaître, c'est qu'avant c'était aussi un maître tacticien. Dante c'est quand même le plus vieux Space Marine vivant hors Primarque. C'est quelqu'un qui a fait des centaines de guerres, voire des milliers de guerres. Et c'est vrai qu'il est décrit comme un méga tacticien. On s'attendait à ce qu'il donne des CP, des trucs, il donne rien là-dessus. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu dommage. Après, en revanche, c'est bonus. Il donne quand même 8 attaques. Voilà. il donne 8 attaques de force 7, PA-3, dégâts 2, avec touche fatale. Alors, force 8,
quand il charge, plus une attaque, donc clairement lui bénéficie vraiment bien de la doctrine Blood Angel, plus 1 pour toucher, ça veut dire que bah en fait même si vous frappez une unité qui vous met des -1 à la touche, vous en foutez, vous toucherez toujours à 2+. Quand on le met, on verra avec des gardes sanguiniens, on les optimise, mais même finalement avec une histoire d'assaut moins chère ou avec des vanguards vétérans, pourquoi pas, parce qu'on va avoir des bonus à la touche et donc l'unité va être plus forte. Surtout, ce qui est vraiment très fort avec lui, c'est cette capacité à faire des tests d'ébranlement au début de la phase de combat, avec un -1. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est quand vous venez charger une unité, bah, l'adversaire, il peut à ce moment-là claquer 2 CP pour interrompre un combat, il peut frapper en mourant, il peut faire, j'en sais rien, des interventions héroïques. Enfin bon, bref, il y a plein de stratagèmes aujourd'hui qui se jouent en contre à une armée de corps à corps. Quand vous arrivez et que vous avez fait votre charge, que vous mettez un -1 et que l'unité a manqué son test de commandement, on se rappelle que eh ben, il peut plus faire ses stratagèmes, donc il peut plus frapper en mourant, il peut plus vous interrompre, et donc vous, quand vous avez une armée de corps à corps, que vous savez que l'unité que vous venez de charger, eh ben en fait il peut pas vous interrompre. Déjà dans votre réflexion de ce que vous activez, c'est plus facile. Et donc rien que sur cette règle-là, pour pareil gagner la cascade de corps à corps, en fait, il vous avantage sur votre tour de charge parce que vous savez que cette unité-là de toute façon va faire aucun strata, et donc vous allez activer les autres. On enchaîne ensuite avec le Dreadnought de la compagnie de la mort. J'aime bien à quel point ils arrivent à donner vie à cette figurine qui est très vieille, qui est toujours sur une ancienne échelle et ainsi de suite. Et là pour le coup ils le rendent sexy un peu cher parce qu'il est quand même à 195 points. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui dure à peu près 15 heures qu'on a fait avec Père Castor sur l'arsenal des Space Marines. Mais il y a beaucoup de choix en véhicule. Alors pas trop en marcheur. C'est vrai que là on a un marcheur menaçant, on va en parler. Mais c'est cher. En tout cas, il bouge de 8. Il a une endurance de 9, une sauvegarde à 2. 8 points de vie, un commandement de 6 et un contrôle d'objectif de 3. On peut lui mettre des lance-flammes lourds, des fuseurs et un bolter. Ce qui est intéressant, c'est surtout en fait ses aptitudes, puisqu'il va avoir l'aptitude rage noire qui fait qu'il peut relancer les jets de touche. La contrepartie, c'est que s'il n'y a pas de figurine avec le mot-clé chapelain 12 pouces ou moins de lui, il ne peut pas désengager, il compte pour 0 sur les objectifs. Tout comme la compagnie de la mort, ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, il va avoir une règle qui est extraordinaire, qui s'appelle la riposte frénétique, qui fait que quand une unité le prend pour cible, il peut soit tirer, soit combattre. Or, il existe dans certains codex, ou en tout cas dans certains index, une précision qui dit sauf si vous êtes déjà activé. Or, ce n'est pas le cas ici. Donc, il faut imaginer que le mec, il va soit taper en étant équipé de ses griffes, soit taper avec ses petits points. Donc, globalement, il va faire soit 7 attaques de force 8, moins 2, 3, ou soit 5 attaques de force 12, PA, moins 3, dégâts 3. Les deux sont jumelés, donc relanceront full blessure. Mais lui, il va pouvoir retaper. C'est-à-dire que vous l'activez en premier. Ensuite, il va se prendre pour cible et ensuite vous allez retaper. Enfin, franchement, il est vraiment bon. Les petites cerises sur le gâteau, il peut être équipé soit d'un fumigène qui vont potentiellement lui proquer le stratagème qui fait -1 pour être touché, soit surtout d'avoir plus de la charge quand parmi ces charges il y a un véhicule ou un monstre. Tu as dit beaucoup de choses. Alors il est cher. Clairement, il est cher, et d'ailleurs je pense heureusement qu'il est cher parce que la rage noire, donc on le voit pour la première fois, c'est full reroll pour toucher au corps à corps. Et en plus de ça, il est full reroll pour blesser derrière parce qu'il est twinning. Donc autant vous dire que ses attaques d'amour, quand il a chargé avec sa plus une attaque plus en force, full reroll pour toucher, full reroll pour blesser, il va découper à peu près tout sur quoi il va tomber. Là où c'est très fort, c'est on réfléchit au stratagème qu'on a vu tout à l'heure, qui fait que jusqu'à la fin de la phase de combat, quand je fais un pile-in, enfin quand je consolide mon unité, je peux faire pas 3 pas mais 6 pas. On imagine avec ce Dreadnought, j'arrive, je vous charge. Je tue une unité, parce que quand même je suis violent, et je tue une unité de Space Marine. Je consolide de 6 pas sur un Rhino, qui était à côté. Ok, à toi de jouer, ton Rhino s'active. Du coup, il me fait ses petites attaques de chaînette de Rhino sur mon Dread. Du coup, il me fait 0 dommage. Il va me faire 0 dommage, même s'il me fait 1 dommage, limite, on s'en fiche. Tu m'as attaqué, je riposte. Et je repars. Full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. Ah, ton Rhino est mort. C'est comme ça que tu te battrais dans la rue? Moi je me bats comme ça. C'est pour ça que je me bats pas beaucoup. Hein, tu vois. Ou sinon, on peut faire un combat avec la mare. Tous les deux comme ça. Ce sera pas très télégénique. Mais la mare il gifle. Ah, ok, ça me bat. Non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que là, effectivement, je rentre sur des combos avec le pile-in de 6. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si votre adversaire fait pas gaffe à comment il s'est placé et comment il a fait ses bulles, bah en fait, alors à moins qu'au bout d'un moment, il y ait une fac et qu'ils disent qu'effectivement, ce genre de figurine ne peut s'activer que 2 fois, 3 fois maximum, bah techniquement, tant que vous faites un pile-in ou une consolidation de 6 pas sur une unité, elle va forcément s'activer pour vous frapper et donc vous allez forcément frapper aussi. Donc, vraiment, c'est très fort. Et après, en défensif, là où c'est génial, c'est que votre adversaire, si vous charge avec 2 unités, parce qu'il se dit évidemment pour le tomber, on a quand même une sauvegarde à 2+. 2+ aujourd'hui dans le jeu, c'est quand même très bien sur des véhicules avec l'endurance. Il ne sera peut-être pas confiant de vous dire je vous couche avec une unité. Si vous chargez avec 2 unités, ce qui se passe, c'est que la première unité, si elle ne vous couche pas, et ben vous vous activez parce qu'on a pris dommage, vous frappez sur la deuxième qui vous a chargé, reroll, bam bam, je te tue. C'est quand même très fort. C'est-à-dire que ça dit à ton adversaire, si je me couche au corps à corps,
t'as intérêt à m'envoyer un truc qui frappe vraiment fort parce que gratuitement, en fait, j'interromps le combat. Donc tout ça fait que l'unité est quand même super cool. Là où, comme tu le dis, je pense qu'on aura du mal peut-être à le sortir, c'est qu'à 200 points, une unité qui fait vraiment du corps à corps, qui bouge pas si vite que ça, même si on a plus de charge sur les véhicules, parce que ça aussi c'est hyper fort, hein, tout à l'heure ce que j'expliquais, mais imaginons, on charge juste un rhino dans lequel il y a des figurines qui sont embarquées, j'ai plus 2 à ma charge, je pète le rhino, je pile-in avec 6 pas dans l'unité qui vient de débarquer, elle me tape, je te tue. Donc c'est à dire que lui seul, les Kinder Surprise, il se fait l'unité plus le rhino, hein, donc il n'y a plus de Kinder Surprise avec lui. Hein. Donc c'est vrai que... Il y a le jouet quand même. Il y a le jouet. On garde le jouet, mais j'ai peur qu'il l'ait cassé. Donc, en faisant ça, c'est comme ça là. Donc voilà, donc tout ça, voilà, je donne tous les combos qu'il y a autour de cette figurine. Elle est super cool. Franchement, elle donne envie d'être jouée. À 195 points, je pense qu'elle est bien costée parce que finalement, je pense pas qu'on ait recherché 2 ou 3. Elle aurait été à 120 points. Je pense que tous les jours, on en mettait 3 dans son armée, parce qu'à 360 points, même si elle est OC0 loin d'un chaplain, elle est même pas là pour ça. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, elle va tout droit. Et puis, si t'es mal placé, vas-y, que je te rase la moitié de ton armée gratuit. Hein. Donc, franchement, très fort. Yes, on va enchaîner avec une autre unité signature. Alors c'est marrant, je trouve que c'est une unité qui a jamais réussi à s'épanouir dans la V9 ou dans la V10. C'est la Compagnie de la Mort version intercessor, c'est-à-dire la version primarisée. On préfère systématiquement aller chercher justement du Space Marine générique, en tout cas avec des réacteurs dorsaux, donc des Compagnies de la Mort avec des réacteurs dorsaux, parce que mouvement de 12, parce que customisation, et ainsi de suite. Là... déjà ils vont pouvoir un petit peu plus se customiser, mais c'est par des petits pistolets à gauche à droite, par tranche de une figurine qui peut avoir justement un gantelet énergétique ou blablabla. C'est pas ouf. On va juste regarder le fait qu'ils ont la rage noire, on a déjà vu, c'est full relance des touches et au C0 s'il n'y a pas un chaplain dans les 12 pouces. Eux, ils vont avoir vision de l'hérésie qui fait qu'une fois par tour, ils peuvent faire un stratagème tir en état d'alerte ou intervention avec pour 0 PC. Et en plus de ça, ils peuvent être rejoints par un chaplain parce qu'au regard des règles de meneur, ils sont considérés comme étant une escouade d'intercessors. Donc, rien de nouveau à l'horizon, mais leur coût en points. Ils sont à 90 points les 5. Donc ils sont au même niveau que des Space Marines d'assaut, enfin que des intercesseurs d'assaut. Et là on peut discuter. Exactement, donc après ça va être un choix à faire par rapport à ce que tu viens de dire. Très clairement, je pense que si vous hésitez entre les intercesseurs d'assaut ou la Compagnie de la Mort comme ça, vous allez prendre celle-là. Parce que on l'a dit, on a tous les bonus. Et surtout, ce qu'on n'a peut-être pas précisé jusqu'à présent, mais la rage noire c'est full reroll pour toucher au corps à corps et au tir. Au tir aussi. Ouais, en fait, c'est quand ils appuient sur la gâchette, ils appuient très fort. Ah, ils sont énervés. Ils sont vraiment très forts. Plein de convictions. Non, mais donc c'est vrai que mine de rien, même si c'est une unité qui peut avoir des bolters qui normalement sont pas fous, bon bah mine de rien, vous rerollez pour toucher, c'est quand même pas trop mal. Au corps à corps, c'est pareil, vous pouvez les équiper avec un gantelet ou d'autres choses. Là où moi je suis un peu déçu, c'est le fait qu'ils aient ce stratagème gratuit qui est l'intervention héroïque. L'intervention héroïque aujourd'hui en V10 a un défaut de conception qui nous permet de nous activer que si l'unité vous a chargé. Et en fait n'empêche pas que on va jouer contre un adversaire qui va juste mettre ces 3 petites figurines sur le point, pas en portée d'engagement, ne va pas vous charger et va venir vous prendre le point alors que vous êtes dessus. Là où avant l'intérêt de l'intervention héroïque c'était de vous dire je suis derrière une mur, là je suis sur le point, si toi tu mets un doigt de pied dessus, sache que je vais te faire une intervention héroïque à 6 pas et donc je vais te casser les dents et donc tu n'auras pas le point. Là aujourd'hui on peut plus le faire parce que si l'adversaire ne décide de pas vous charger et il vous chargera pas et il se mettra à plus d'un pas en disant coucou je suis là et je peux rien faire, bah en fait on peut faire une intervention héroïque à 0 mais on peut pas l'utiliser. Donc ça c'est quand même le côté un peu dommage aujourd'hui qui est lié plus au stratagème dans sa conception que dans l'utilité réelle. Si demain le stratagème change, je pense que l'unité devient très forte parce que les interventions héroïques à 6 pas pour défendre les objectifs gratuitement, ça devient très bien, surtout qu'on pourra le faire 2 fois, une fois gratuitement et une fois sur un autre. Donc on aura une armée qui aura un très bon contrôle de map et un très bon contrôle d'objectif. À l'heure actuelle, si le stratagème il reste comme il est, ce sera moins utile et on jouera les autres compagnies de la mort. On va maintenant passer aux Compagnies de la Mort version Marines, donc non privarisé mais attention sans réacteur dorsal. On est à 130 points les 5 et 260 points les 10. Donc 26 points le bonhomme, c'est le prix de la customisation. Puisque n'importe quelle figurine peut transformer justement son épée bolter et son arme de corps à corps par une épée tronçonneuse, un pistolet bolter ou par un marteau tonnerre. Ensuite, ils vont avoir la rage noire, une mort honorable au combat, ça fait qu'à chaque attaque d'une figurine, ils vont avoir touche soutenue 1, donc sur une touche critique, ça sera une attaque supplémentaire. Et si cette unité est en dessous de sa moitié d'effectif, alors ça sera touche soutenue 2. Donc ça risque de énormément saturer. Même chose, bien évidemment, un chaplain les considérera comme une tactique par rapport justement au fait de mener une unité.
J'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu les vois quand même ou alors c'est non, pour 20 points de plus t'es mignon mais je vais aller chercher des réacteurs dorsaux, ou alors est-ce que c'est drop pod, peut-être un rhino, un chausson. Le problème c'est qu'encore une fois le manque de latitude de cette 10e édition fait qu'on prend les figurines par 5. Or le rhino c'est bien, il y a 12 places, mais le drop pod il y en a que 10. Donc c'est soit tout nu en drop pod mais t'as un bon punch mais t'as aucune stabilisation de la charge. Enfin, voilà. Comment est-ce que tu les joues, ou alors ta gueule Eevee et on passe au jump pack? Non, alors moi je pense que c'est les plus forts justement qu'on a vu jusqu'à présent. Notamment parce qu'ils ont cette fameuse règle de sur les touches critiques, c'est si j'ai un de moins touche critique, je fais une touche en plus sur un 6, et quand je commence à être moins de mon effectif, donc si je joue une unité de 10 quand il restera plus que 4, ou quand je joue une unité de 5 quand il restera plus que 2, chaque fois que je fais des 6, ça fait 2 touches en plus. Pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? C'est qu'on se rappelle, la compagnie de la mort de base, elle fait de la full reroll pour toucher. C'est-à-dire qu'en fait, votre adversaire, dès que vous a tué un gars, vous faites de la full reroll pour toucher et les 6 proc en plus. Et ça marche aussi sur les tirs. Donc moi, eux, je les vois avec des gantelets énergétiques et un pistolet inferno. Mes pistolets inferno qui vont faire, dès que tu m'en as tué un, full reroll, je vais faire des doubles touches de pistolet inferno à 6 pas. Et puis quand je suis à 3 pas, en plus ça fait D3 plus 2. Donc je vais quand même commencer à t'expliquer que ça va pas. Et en plus, si j'ai pris une unité de 10 quand il m'en reste que 4, chaque fois je fais un 6, c'est 3 touches par gars. Et je vais faire des full reroll, donc autant de vous dire que je vais aller chercher les 6 comme un malade. Et mon unité de 4 de gars, force 8, PA-2, dégâts 2. voilà, qui va arriver, qui va vous expliquer que les pistolets inferno ça vient des pistolets roues. Hein. Quand ils sont plus 4, les mecs c'est on comprend plus ce qui se passe. Et alors là c'est de la force 8 et ainsi de suite. Et en plus au corps à corps, pareil, quand ils sont moins nombreux, ils vont mettre des pains de gantelets énergétiques mais ultra violents. Donc vraiment l'unité elle est vraiment vénère. Et puis dernier aussi combo qui est avec cette unité là, c'est vous vous faites charger par votre adversaire. Vous claquez les 2 points pour frapper en mourant. Comment ça se passe? C'est unité par unité, ça marche. Hein. C'est chaque unité frappe en mourant quand vous l'enlevez. La première, elle n'a pas de bonus. Par contre, dès que vous enlevez la première est morte et que la deuxième commence à taper, elle a son premier bonus. C'est vrai que c'est séquencé par rapport à par rapport au jet de sauvegarde et au slane. Donc du coup, la deuxième, elle va avoir ses 6 explosifs, et puis la dernière que je vais enlever, elle va avoir des doubles 6 explosifs. Autant vous dire que quand je suis full gantelet énergétique et que je frappe en mourant, envoie-moi ce que tu veux, hein, parce que moi je vais te laver, c'est sûr. Donc franchement, elle bouge pas vite, ça c'est le défaut, c'est ce que tu as dit. Comment est-ce qu'on va l'exploiter sur une V10 où, comme tu l'as dit, la mobilité est plus compliquée? Je sais pas, peut-être le drop pod, peut-être le rhino, mais sur sa capacité à mettre des méga pinces, et là franchement elle est incroyable. En fait je pense que ça va se combiner avec ceux qu'on va voir juste après, c'est-à-dire ceux à réacteurs dorsaux qui sont 25 points plus chers parce que 155 les 5, 310 les 10, et en fait tu vas te faire une armée à 2 vitesses. Maintenant, moi je sais très bien comment contrer cette unité là. Je vais te faire jouer WYSIWYG. Parce que comme t'en as aucun avec gantelet et pistolet inferno, je veux dire lui, Petrosonné, bolter, pistolet bolter. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Tu les payes pas en points, je vais te les faire payer en euros. Moi. C'est important la bienveillance. Non mais là t'as raison. Et puis après objectivement aussi l'autre défaut, il faut le rappeler, il faut qu'il y ait un chaplain à 12 pas. Donc ça vous oblige quand même quand vous commencez à jouer, parce que je pense que le plus fort on va le voir c'est vraiment la compagnie de la mort. Quand vous commencez à spammer de la compagnie de la mort sur la table, vous devez aussi spammer entre guillemets du chaplain, en avoir entre 2 ou 3, ce qui veut dire que ça limite ce que vous pouvez avoir à côté. Donc il y a aussi des contres sur plein de choses. Mais en tout cas c'est vrai que cette unité là à pied elle fait peur, et ne serait-ce que sur les pistolets inferno, moi ça me fait trop marrer de me dire que les mecs quand ils vont faire des 6 à faire 3 touches, franchement c'est hyper fort. Yes, en tout cas, pour en revenir justement à la version avec réacteurs dorsaux qui eux n'ont pas besoin d'être WYSIWYG pour être autorisés entre nous deux. Parce qu'ils sont beaucoup moins forts. Non, mais ils vont avoir la rage noire et derrière ils vont avoir Fureur Berserk qui fait que vous pouvez relancer les jets de charge pour cette unité. Derrière, ils peuvent être rejoints par un chaplain qui rejoindrait théoriquement une escouade d'assaut et un réacteur dorsaux. Truc tout bête, toi, comment est-ce que tu les équiperais eux de la même manière? Bon alors t'as 2 optiques, soit effectivement la même manière, parce qu'on peut faire un pistolet inferno et gantelet, qui est certainement entre guillemets ce qu'il y a de plus fort, grâce à la full roll pour toucher. Ou sinon il y a aussi une autre possibilité, c'est de les équiper aussi full marteau tonnerre, parce qu'ils ont 3 attaques, ça fait 4 attaques en charge de force 9, ils sont 10, ça fait 40 attaques, full reroll pour toucher, donc ça fera 30 touches. Derrière on va faire en moyenne 5-6. Si on est un peu chanceux ou un peu malchanceux, on va dire entre 4 et 6, mais bon, ça veut dire que ça fait 10 mortels cash. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à être une bonne dissuasion pour l'adversaire. Donc c'est aussi une optique de jeu si on veut avoir une unité qui fait beaucoup de mortels pour aller sortir des unités qui peuvent être très tanky, sur lesquelles, en fait, si vous n'avez pas de mortels, vous vous retrouvez un peu embêté. Maintenant, il y a l'autre possibilité d'avoir Astorat à côté, qui vous donne aussi des mortels sur les gantelets énergétiques et les pistolets fuseurs. Donc je pense que si on veut jouer Astorat, on fera Astorat, gantelet énergétique, pistolet fuseur, parce qu'on aura les Devastating Wounds. Et si on joue, on va le voir dans quelques instants, les Martès. Je pense qu'avec les Martès, on mettra plutôt full marteau tonnerre. Yes, parce que c'est l'heure du coco-bobo.
Et en plus, il est dur à voir celui-là. C'est quand même le combo difficile. C'est l'heure de ce qui va faire bégayer tout le monde avec l'heure du combo. On va avoir le Martès. Le Martès, par contre, il coûte très cher, mais on va comprendre pourquoi. Puisque celui-ci, il est à 135 points. Déjà, le Martès, il peut être meneur d'unité de Marines de la Compagnie de la Mort à réacteur dorsal. Il va apporter gardien des égarés, puisque tant que cette figurine mène unité, soustrait 1 la caractéristique de dégâts des attaques sur l'unité. Tellement fort. Et il va donner à l'unité touche fatale qui fait que sur du 6 sur une touche critique, vous blesserez automatiquement la cible. Et lui-même ne rigole pas parce qu'il va balancer 5 attaques de force 6, perd-2, dégâts 2. Mais donc en fait, comme lui donne la règle, -1 dégâts, et que eux lui donnent la règle, relance des charges, on a un pack qui coûte relativement cher parce qu'on a 435 points, mais on a quand même... Enfin, franchement, on a l'agence touriste qui débarque, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils font reroll des charges, touche fatale, franchement, enfin, très très stylé. C'est cher. Ouais. C'est littéralement le prix de 10 Terminator, marteau, bouclier, donc 40 points de visée, endurance 5, blablabla. Mais là, c'est une belle plume. C'est une très belle plume. On se rappelle que quand même, donc, quand on blesse auto sur du 6, à peu près comme si on avait +1 à la blesse, à peu près. À ça, on peut quand même combiner aussi le stratagème +1 à la blesse si on a envie à côté. Si on veut rajouter tous ces deux dans le même panier, on peut quand même. On se rappelle qu'on est full reroll pour tuer, donc on se rappelle du combo avec les mortels et quand même le -1 dommage avec une unité qui a 6+ Phenopain. On a quand même une compagnie de la mort qui est très tanky. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça en fait? Et pourquoi je pense qu'il sera auto-inclus au bout d'un moment? C'est qu'on aura une unité qui va être très longue à tuer, qui va mourir parce qu'aujourd'hui la V10 c'est quand même très létal et donc tout meurt, mais qui va prendre du temps. Et tout ce temps-là, c'est du temps gagné pour les Martès pour avoir sa bulle qui bouge de 12 avec lui, +12 de 24 pas, sur lesquels tu dis à toutes tes autres compagnies de la mort, t'es toujours opérationnel, t'inquiète pas, toi aussi t'es toujours opérationnel. Donc je pense qu'il va vraiment être joué pour ça, pour le fait que la compagnie de la mort va être plus dure à tuer, donc déjà c'est très fort, mais en plus que lui va rester en vie très longtemps et va pouvoir donner son bénéfice d'aura de chaplain à 12 pas aux autres compagnies de la mort le plus longtemps possible. Après, là où t'as raison, c'est qu'il a quand même la reroll des charges, ça on en a pas parlé, mais c'est vrai que la reroll des charges pour la compagnie de la mort à Jetpack, il y a deux avantages. Premier avantage, c'est que si je la joue en FEP, certes c'est à 9 reroll. Je dis pas qu'on va le faire tout le temps, ça reste un peu gamble, mais sur des match-up avec des grosses gunlines sur lesquelles on se dit de toute façon la table je vais pas la traverser, il y a quand même un moment où on se dit je vais tenter ma charge à 9 reroll parce que je peux rentrer dedans. Je vais ajouter un truc, c'est que dans cette 10e édition on a les réflexes des joueurs V9 en mode on regarde une unité, on fait au pire charge à 9, je la relance pour un PC. Aujourd'hui vous avez plus le PC pour ça. Donc en fait d'avoir les occurrences de reroll des charges natives, honnêtement ça fait vraiment la différence. Eh bien tu viens de devancer mon second point, c'est ça que je voulais dire, c'est que la reroll des charges... tout de suite. Non mais là où tu as raison c'est ça, c'est qu'on se rend pas compte, mais reroll des charges sur ces unités c'était déjà fort avant, mais là c'est très très fort. Le nombre de fois, pour ceux qui jouent beaucoup du corps à corps comme moi, où on a une charge à 4 et qu'on fait 3, et à l'époque on se dit bon c'est pas grave, je fiabilise avec mon PC. Mais en V10, on n'a pas envie de fiabiliser avec un PC, on veut garder son PC pour avoir +1 à la blesse et ainsi de suite. Surtout une armée qui en aura 10 dans la partie et pas 15 comme certaines autres. Exactement, donc au bout d'un moment, la règle est très forte, donc c'est pour ça que clairement les 3 packs en jetpack et les 3 packs à pied ils font de l'œil, à voir est-ce qu'on ira là-dessus, mais en tout cas la compagnie de la mort elle rentre très fort. Yes, on va maintenant parler du Dreadnought Furioso. Et j'ai du mal, je trouve qu'il a le cul entre deux chaises malheureusement. Exactement. Il est à 165 points, il va avoir la règle ravage furieux, tout simplement quand il va charger, il va pouvoir jeter un dé et faire des blessures mortelles. C'est mignonnet, ça se combine très bien avec le stratagème générique pour un PC qui fait une charge de char. Si jamais on lui met le magma grappin, il perd le fumigène, mais il gagne le plus de la charge quand il charge monstre et véhicule, donc ça c'est fort. Mais il a plus de fiabilisation justement de tout relancer. Donc est-ce que tu préfères payer 205 et avoir une full reroll, ou est-ce que tu préfères le payer lui mais qui n'a pas d'autre avantage? C'est-à-dire qu'en fait t'as un trou de 40 points. Mais aujourd'hui en tout cas on est au début d'une version, quand on lit un datasheet, on aime ce qui fonctionne. C'est-à-dire on aime soit ce qui est bon au contrôle d'objectif, soit ce qui va très vite, soit ce qui tape très fort. Et lui, malheureusement, il a le cul entre deux chaises, donc on préférera certainement s'asseoir sur 40 points et aller chercher l'autre. Exactement, moi aujourd'hui t'as raison, puis on verra, il y a un 3ème Dreadnought aujourd'hui qui existe aussi, qui est bien meilleur. C'est le même kit. Ouais, exactement, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est le même kit, et donc c'est vrai que du coup je pense que vous montrez l'autre kit quand vous l'aurez acheté, et si jamais vous avez monté du Furioso, vous dites à votre pote que du coup c'est plus le Furioso, c'est le Psyker qui, on va le voir, est quand même bien mieux. Yes, en plus il vaut 20 points, donc on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on en a un à 205 qui est celui de la compagnie de la mort, celui à 185 qui est le Dreadnought archiviste, et on a celui à 165, donc clairement oubliez-le, ça sera soit l'archiviste s'il est pas en rouge, soit la compagnie de la mort s'il est pas en noir. Déjà l'archiviste il va avoir le bouclier de Sanguinus qui est une aura psychique qui fait que tant qu'une unité Adeptus Astartes est à 6 pouces ou moins d'elle, elle a un insensible à la douleur à 5 contre les blessures mortelles et les attaques psychiques. Donc faut savoir que quand vous rejoignez une unité avec un Librarian, en général c'est un insensible à 4, mais
sur soit les mortels, soit les psys. Là c'est 5, mais c'est en bulle et c'est sur les deux. Voilà. Et aussi, il a les ailes de Sanguinius, qui était un sort historique du domaine, justement, de Bâle, qui lui permettait de voler. Et là, en l'occurrence, ça va faire une fois par tour à la fin de votre phase de mouvement. Un psychique de votre armée ayant cette aptitude peut l'utiliser. En ce cas, jetez un D6. Sur un 1, le psychique va prendre des 3 blessures mortelles. Sur un 2, une unité infanterie amie à 12 pouces ou moins de ce psychique est retirée du champ de bataille et est replacée à 9 pouces de toute figurine ennemie. Très drôle. Très drôle, très fort. En fait, il y a deux choses qui sont excessivement fortes. Dans la V10, aujourd'hui, quand même, ce qui est très fort, c'est les fameux blessures dévastatrices qui commencent à faire des mortels et des armées qui sont capables, entre guillemets, de spammer un peu de la mortelle. Quand vous avez une bulle à 6 pas, où vous dites, même si tu me spammes de la mortelle, en fait, j'ai un contre. Parce que toutes mes unités à 6 pas, elles vont quand même faire du 5 et je vais t'en annuler. Mine de rien, ça commence à baisser de la létalité sur certains types d'armées, notamment entre guillemets les plus fortes. Donc rien que pour ça, et de se dire qu'on a des unités qui valent cher, mais qu'autour de mes dreads, si j'en joue 2, imaginons, je suis un peu protégé contre ce mécanisme de blessures mortelles, c'est super fort. Et puis l'autre combo, c'est que ces fameuses ailes qu'on va faire à la fin de la phase de move pour je prends mon unité et je te la TP là à 9 pas, c'est excessivement bien pour faire les règles de mission secondaire, les règles de mission primaire. De gageur peut-être même. Exactement. Donc il y aura un moment où pouvoir redéployer de toute façon des unités gratuitement sur la table en SFEP, notamment en fin de game où c'est dur de faire des cordons et qu'on a bien besoin de se redéployer, c'est vraiment super fort. Donc tout ça pour dire que cette unité elle est très bien. On n'a pas lu le profil d'attaque, mais au corps à corps, il rigole zéro le pépère aussi avec son plus un fort fusil d'attaque. Donc vraiment c'est une très très bonne entrée, elle est très polyvalente. Pour moi de tous les Dreadnoughts c'est le meilleur avec son coût et son efficacité. Mais c'est vrai que le Compagnie de la Mort il fait de l'œil avec les combos qu'on a vu. Et en plus dernière chose comme sur l'avait dit sur ce châssis là, c'est qu'il n'est plus personnage comme il était avant. Et c'est vrai que du coup même si on le spam un peu, on va pas ouvrir en secondaire l'assassinat. Et donc ça c'est quand même bien. C'est vachement intéressant parce qu'on pourrait te répondre oui mais t'ouvres le véhicule, ouais. Mais justement en Blood Angel t'auras pas suffisamment de véhicules ou en tout cas pas théoriquement suffisamment pour aller justement chercher un tuer les tous ou celui qui le secondaire sur les véhicules ou les monstres et en général tu es séduit pour aller chercher celui des personnages. Or, on en arrive au même point. Alors là maintenant, les personnages sont des meneurs, donc on peut plus facilement ce qu'on appelle deny le secondaire, c'est-à-dire qu'il choisit personnage, je joue défensif. Là, comme ça fait partie de mes Death Star à 300 ou 400 points, on est obligé de les exposer. Mais au moins, ça nous assure un petit peu 2 points de victoire qu'il n'aura pas avec un assassinat. On continue ensuite avec Gabriel 7. Gabriel 7 qui est un meneur qui peut rejoindre les escouades d'assaut, état-major, tactique, vétéran en vanguard. Malheureusement, c'est ballot parce qu'il a une super règle, il s'appelle Seigneur du Massacre, tout simplement, et il va donner à son unité Advance et Charge. Voilà. Et aussi tourbillon de sang, puisqu'à chaque fois que cette figurine combat, alors jusqu'à la fin de la phase, il va ajouter ses caractéristiques d'attaque par tranche de 5 figurines à 6 pouces ou moins de lui. Donc c'est fun. Maintenant, celui-ci n'est pas Blood Angel, puisqu'en fait c'est un flèche tireur, ça veut dire qu'à partir du moment où vous le jouez, vous êtes considéré comme jouant par rapport aux règles Blood Angel, mais vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres héros uniques Blood Angel dans votre armée. Or, c'est un petit peu ça qu'on va aller chercher en fait, sinon on joue Ultramarine. Désolé de le dire, mais c'est un petit peu ça quoi. Et donc, finalement, j'en arrive à un point, c'est encore une fois très ballot. Je trouve qu'en Blood Angel, on a des persos super charismatiques, mais à part les très spécifiques Compagnie de la Mort, tu rejoins que des unités de merde. T'as Dante qui rejoint, pourquoi pas les Sanguinius Regarde, mais c'est vrai que ça c'est un enfin, à part les spécifiques si tu veux. Oui voilà, à part les épiques, tu as raison, c'est un peu le problème de Méphiston, c'est le même problème aussi pour les prêtres sanguiniens, c'est le même problème pour ce personnage là. En plus c'est un peu dommage parce que lui quand même c'est le maître de chapitre des flèches tireurs, c'est aussi un chapitre entre guillemets iconique qu'on a chez le Blue Angel en chapitre successeur. Ça fait partie notamment de ceux qui avaient rejoint les Blue Angel quand ils se sont fait attaquer par la flotte russe, Tyrannide, Léviathan, et qui ont dû se battre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier Blue Angel. Ils sont venus les flèches tireurs pour les aider, hein. Bref, il y a quand même du fluff, et c'est vrai que finalement le jouer ça veut dire qu'on se prive des bons personnages Blue Angel, et lui on va l'attacher à des unités qui vont pas vraiment bénéficier de sa règle parce qu'à côté elles vont faire un peu prout, donc c'est un peu dommage. Après lui il est quand même très cool sur le fait que ça reste quand même un sacré badass qui frappe très fort, parce que le plus une attaque sur des unités à 6 pas autour de lui, la bulle de 6 c'est très large, et donc quand même vous allez rajouter des attaques avec lui, donc quand même il est là pour tataner. Mais c'est vrai que c'est là où tu as raison, c'est un peu dommage, c'est qu'ils synergisent pas assez avec les unités qui sont vraiment bien à l'heure actuelle. On va ensuite enchaîner avec une autre unité iconique des Blood Angels, c'est les gardes sanguiniennes qui ont un très beau profil, bouge de 12, endurance 4, sauvegarde à 2, 2 points de vie, commandement de 6, OC1, mais gratuitement à l'intérieur et sans aucune contrepartie, pas besoin de retirer un pistolet inferno ou une épée carmine. Ils vont avoir une bannière qui fait qu'ils passent au C2. Donc ce genre d'unité qui est au C2, c'est très très fort. Par contre, on regarde le coup en points, et là on se voit 215 points les 5, 430 points les 10. On est donc pour une ligne de défense et même finalement de contrôle d'objectif moins bon en ton point
que des Terminators qui ont une escouade de commandement. Et donc là on comprend pas trop. Par contre ils vont quand même avoir quelques petits avantages. Ils ont des visages angéliques qui fait qu'ils vont avoir -1 pour être touchés tout le temps. Et ils vont avoir comme deuxième aptitude hérité d'Asgalion, puisque tant qu'une figurine de seigneur de guerre mène cette unité, alors ils auront aussi -1 pour être blessés au corps à corps. Donc -1 pour toucher et -1 pour être blessé au corps à corps, ça peut les rendre très tanky. Au C2, il y a des choses à faire. Mais putain, qu'est-ce que c'est cher. Bah en fait c'est le problème, je pense qu'on les verra malheureusement pas en ce début de V10 à ce prix là. Comme tu viens de le dire, en fait ils font tout, mais ils font tout relativement bien, hein. Je veux dire, OC2 c'est très fort quand on bouge de 12. Ils ont 2 plus de save avec Armor of Content et les sauvegardes de couvert. C'est très fort aussi dans cette V10, hein, parce que c'est ce qui permet de tanker la plupart du temps à 3+, voire à 4+, mais quand l'adversaire vous a tiré dessus au multifuseur, entre guillemets, donc globalement vous êtes quand même relativement tanky. À côté de ça, au corps à corps, -1 pour être touché, -1 pour être blessé, Armor of Content, très fort. Yes, puisque excuse-moi on rappelle, en gros un capitaine qui a un réacteur dorsal peut les rejoindre. Aussi. Or, le capitaine, on le sait, il a cette fameuse aptitude qui fait que on peut le cibler avec un stratagème qui a déjà été utilisé gratuitement, même si ça a déjà été fait. Donc, en effet, tu vas surtout proc en général à la phase de combat, peut-être même à la phase de tir, 2 armures du content pour un PC. Exactement. Donc ça aussi, c'est très bien. Si on met Dante avec eux, Dante, bah, c'est +1 à la touche, on se rappelle, donc ils vont toucher à 2+ au tir au corps à corps. Ils sont équipés de pistolets infernaux comme Dante, donc ça veut dire que quand même on a une unité qui commence à faire beaucoup de tirs de pistolets infernaux, qui ont de la force 5 puis à -2 dégâts 2, donc en charge ça passe force 6 puis à -2 dégâts 2 et avec une attaque en plus, donc ils frappent très fort. Enfin tout ça pour dire que effectivement ils font tout bien et ils le payent à un prix qui est un prix premium. Est-ce qu'on a envie de payer ce prix premium sur une unité qui effectivement fait tout bien, mais en réalité va être sensible aux blessures mortelles? Parce que la réalité, c'est que quand vous êtes en 2+, avec Armor of Content, l'adversaire, il va vous charger, il va essayer de vous faire des blessures mortelles dessus, hein. Il va mettre donc ses mécanismes à lui en place de blessures mortelles pour sortir, et là-dessus, vous n'avez rien pour le contrer. Et donc, vous avez des unités, si vous avez pris par 10, unité de 400 points avec Dante, donc vous avez 550 points, qui va faire ça contre une unité qui vous fait de la blessure mortelle. Et donc c'est le gros problème, c'est qu'aujourd'hui on peut pas se permettre, je pense en début de V10, de se dire je prends des bodyguards aussi beaux, aussi charismatiques qu'ils soient, mais qui face à certaines armées vont faire tac du jour au lendemain parce que out of moment, parce que j'ai des mécaniques qui font de la blessure mortelle, parce qu'en fait il y a plein de choses aujourd'hui qui font que j'ai une létalité pour sortir. Là où j'appuie ce que dit Mister M, c'est qu'il faut se rendre compte que finalement vous avez 25 PV. Or, aujourd'hui, 2000 points d'armée peut faire 25 blessures mortelles sur une phase, notamment soit de tir si elle est sous serment de l'instant, si elle est Eldar. Quasiment n'importe quelle armée du jeu, aussi bien burnée, en fait, aujourd'hui, peut le faire. Et donc, ça veut dire qu'en un tour, vous perdez 550 points, et c'est seulement la phase de tir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il suffit qu'il t'impacte un petit peu avec un truc un peu crunchy, il te retire 200 points, t'as perdu 750 points en un tour. Autant vous dire que la partie va être assez rapide pour ça, et c'est dommage. Bah c'est dommage, donc c'est pour ça que je pense, alors après on peut peut-être rejouer un pack de 5 avec Dante, ça reste quand même sortable, hein. Au bout d'un moment on va pas dire que c'est pas sortable, ça reste fluff. Après effectivement vous avez aussi des mécanismes, hein, parce que je pense qu'il paye aussi le point premium de fait de pouvoir arriver en frappe en profondeur et de dire à la fin de ton mouvement à ton adversaire, je claque mon PC, j'arrive en fait avec Dante à 9 pas de toi, derrière c'est à mon tour, je bouge de 12, je suis au C2, donc je vais pouvoir venir contester tes objectifs, te frapper, te faire mal. Donc c'est aussi une mécanique de jeu qui est très forte, hein. Je ne dis pas que l'unité n'est pas forte intrinsèquement, je dis seulement qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de mécanismes qui font que tout est sortable dans le jeu, et qu'à ce prix-là, c'est compliqué de sortir une unité qui peut voler très rapidement. Après, il y a d'autres unités qui sont très bien, on peut peut-être en jouer un pack de 5, mais je pense pas qu'on ira plus loin que 5 gars avec Dante, en tout cas. Yes, on va maintenant passer à la pépite de cette armée, certainement des meilleurs datasheets multi-armées, enfin de l'univers de Warhammer 40 000 aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, si vous jouez en 2000, vous jouez en réalité à 1840 points. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir... Il est fort, mais même pas que, il est surtout trop cool, anxiogène pour son adversaire, c'est le Sanguinor. Le Sanguinor, il vaut donc 160 points, c'est simple, il a les meilleurs mots-clés du monde. Il a frappe en profondeur, combat en premier, agent solitaire, donc on ne peut lui tirer dessus ou le cibler que si on est à moins de 12 pouces de lui. Il va avoir l'aura de ferveur qui fait que tant que les unités Astartes amis sont à 6 pouces ou moins d'elle, on peut relancer les tests d'ébranlement et de commandement, ok. Et surtout, sauveur miraculeux. Une fois par bataille, à la fin de la phase de charge adverse, si cette figurine est encore en réserve, alors vous allez pouvoir la mettre à portée d'engagement. Et pour le coup, elle sera considérée comme étant une charge, puisqu'elle aura combat en premier. Donc c'est même mieux qu'une intervention héroïque. Et derrière Papa, il va avoir 8 attaques, donc 9 en charge de force 6, 7 en charge,
PA-3, dégâts flat 2, avec blessure dévastatrice. Bah écoute, tu viens de tout dire, franchement il est exceptionnel. Le Sanguinor en fait c'est ce qui donne en plus, alors on a vu qu'on avait des stratagèmes qui permettaient de dominer la phase de corps à corps. On a le Sanguinor et on joue contre des armées de corps à corps, alors là on surdomine le corps à corps parce que là on attend son adversaire, même on se met au milieu de la pampa, vas-y viens me charger parce que moi j'ai quand même papa qui est là qui t'attend et qui en plus de ça, vu que c'est un personnage pour un PC, va faire des attaques de précision, ce qui peut lancer des duels et potentiellement dire le personnage qui est dans ton unité, bah en fait je vais le cibler, je vais te le tomber et ton unité qui est censée être une Death Star qui frappe fort, bah tout d'un coup elle va commencer à frapper beaucoup moins fort. Donc il est vraiment génial. En plus de ça, comme tu l'as dit, il a aussi cette capacité d'être agent solitaire qui est très fort parce qu'une fois qu'il aura fait son office, il pourra prendre un objectif, se planquer, ne pas être ciblé à 12 pas. C'est-à-dire qu'il peut même se jouer seul. C'est-à-dire que très clairement, au bout d'un moment, il peut faire des sauts de puce entre les décors. Il est pas ciblable. Après, il vous impacte corps à corps. Non, franchement, il est génial. Il est fight first. Il apporte tout. Et alors, il est entre guillemets un peu cher à 160 points, mais en vrai, avec toutes les règles qu'il a, il est vraiment ok. Et je te rejoins. Je pense que quand on joue Blood Angel, on va le jouer. Le seul bémol qu'il y a, ça dépend de la méta. Si aujourd'hui on se rend compte que quand même tout le monde joue que du tir et qu'il n'y a que quelques unités de corps à corps, on n'a pas forcément besoin de lui pour déjà dominer le corps à corps, parce qu'on frappe en mourant, on interrompt. Si maintenant le corps à corps devient de plus en plus fort et on se rend compte que c'est vraiment une mécanique qu'on a vraiment besoin, parce qu'en fait tout le monde commence à avoir des unités de corps à corps un peu partout, on le joue lui, alors là c'est golden total. On va ensuite passer à pareil, la deuxième pépite du codex. Clairement, si vous jouez Blood Angel, vous jouez pas à 2000 points. Si vous jouez pas à 2000 points, vous jouez à 1840 parce que vous aurez mis le Sanguinor et pas ce mec-là. Plus sérieusement, on va parler de Tycho, mais la version égarée. Il est à 90 points. C'est un capitaine qui peut rejoindre les compagnies de la mort à pied. Je rigole. Plus sérieusement, il est bien. Il est bien, pourquoi ? Parce qu'il donne advance ses charges tout simplement à l'unité qu'il a rejoindre, donc à cette unité-là. Il va avoir lui aussi de la rage noire et surtout la vision de la mort de Sanguinus, puisque quand lui meurt, il va jeter un dé en ajoutant 2 au résultat si c'est le seigneur de guerre qui est en face. De 2 à 3, l'unité prendra 3 blessures mortelles. De 4 à 5, ça sera D3 plus 3. Et sur un 6, ça sera D6 plus 3 blessures mortelles. Donc il va se suicider. Qu'est-ce que t'en penses de ce mec ? Est-ce que tu choisis lui ? Est-ce que tu choisis plutôt le Martès ? C'est compliqué. Tu peux jouer les deux, parce que lui, ça, sur ceux qui sont à pied, les Martès sur ceux qui ont le jetpack. Finalement, on peut se dire qu'on met une compagnie de la mort dans un Land Raider avec lui, et donc on bouge de 10, on débarque, et on charge, on peut advance ses charges. Pourquoi pas, en vrai ? Et puis au corps à corps, il est quand même relativement fort. Donc franchement, il a une arme combinée. Il apporte un bon buff. Et en fait, c'est encore un personnage qu'on voit chez le Blood Angel qui apporte un bon buff, qui peut être utile, qui peut faire la différence. Il fait l'advance et charge sur la compagnie de la mort. On a vu Astorath qui est très fort, on a vu les Martès qui est très fort, on a vu Dante qui quand même donne des bons buffs, on a vu le Sanguinor qui est très fort. On commence à avoir une panoplie de personnages qui sont très forts. Alors ça reste l'ADN du Blood Angel. Le Blood Angel a toujours été avec des personnages entre guillemets pipés qui venaient se rajouter à son armée. Maintenant, il y a un moment où en coup en point il faudra faire des choix, et puis au bout d'un moment quand on commence à prendre tous les personnages bout à bout, on commence à ouvrir le secondaire de son adversaire. Donc il va falloir au bout d'un moment dedans, dans cette, on va dire, panoplie de qualité de personnages, bien réfléchir à celui dont on a vraiment besoin, qui va combiner avec son armée, ainsi de suite. Mais à la lecture, c'est quand même hyper attrayant de se dire, ah bah celui-là il est pas mal, et même celui-là en rigolant en disant Tycho, ouais, et l'égaré il est un peu nul, mais mine de rien, il peut se combiner. Il est quand même intéressant. Ah non, excuse-moi, advance et charge pour 90 points sur un mec qui va tartiner un petit peu, c'est complètement justifiable. Ouais, donc franchement, je trouve que l'index se justifie sur beaucoup d'entrées. Maintenant, comme on vient de le voir, je pense que là où jusqu'à présent on jouait beaucoup de doré et un peu de noir et un tout petit peu de rouge, je pense que demain on va jouer beaucoup de noir, un peu de rouge et quasiment pas de doré, sauf peut-être le Sanguinor et encore Dante, c'est même pas sûr, parce qu'on vient de voir que globalement ils buffent des unités, mais l'unité qui buff vraiment elle est très chère, donc est-ce qu'on veut rajouter encore du coup là-dessus ? Je sais pas. Mais en tout cas, pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses à faire qui sont super sympas. En gros, globalement, moi, ce que j'aime, c'est que finalement, t'as parlé d'avoir la branche dorée, la branche noire et la branche rouge. On va retenir le fait que globalement, par rapport à une liste aujourd'hui Space Marine, pour ceux qui auraient l'habitude juste de jouer Space Marine et qui veulent jouer un petit peu plus agressif et donc potentiellement aller regarder du côté des Blood Angel. Ce qui va se passer, c'est que côté armure rouge, vous allez jouer la même chose qu'en Space Marine. Sous-entendu, vous allez jouer ce qu'on appelle la backline. Donc vous allez aller chercher potentiellement le speeder qui va vous permettre d'avoir plus 1 pour blesser. Vous allez peut-être aller chercher un whirlwind pour faire un petit peu de tir sans ligne de vue en gardien de but. Et finalement, alors que en Space Marine, vous allez jouer dans une optique un petit peu attentiste ou très plop de mes Terminators, soit en Dark Angel, soit en Space Marine générique, qui vont arriver sur un objectif un petit
peu taper avec les persos, et ben là vous allez faire avec des packs qui seront noirs et qui vont pas être là justement pour juste être attentifs, mais pour aller agresser. Et c'est ça qui va être super cool. Exactement. Et puis alors il y a comme une mécanique qui est très forte, c'est que ils sont Blood Angel, ils sont Space Marine, donc ils ont droit au serment de l'instant, et donc au début de la phase de commandement, on va pouvoir dire cette unité-là, full reroll pour tuer, full reroll pour blesser. Sachant qu'à côté de ça, on a toutes ces unités qui sont compagnies de la mort qui de base reroll pour toucher. Donc ce que ça signifie, ça veut dire que vous pouvez partir sur des unités compagnies de la mort qui sont entre guillemets buffées tout seul, avec un Lemartes, avec un Astorat, avec un Stratagem qui de toute façon, avec leur pistolet infernaux, full reroll pour toucher, ainsi de suite, vont faire des trous sans avoir besoin de bonus complémentaires, et vos unités backline de tir qui vont être pourquoi pas un Whirlwind, pourquoi pas les Désolators. Si tu me permets, je vois trop un Lancer pour avoir de façon complètement autonome un anti-char très quali avec juste un petit bout de canon qui dépasse là où on a besoin d'ouvrir un angle, qui va être autonome dans le sens où il a automatiquement une relance pour toucher, une relance pour blesser. On va avoir le petit speeder qui va donner plus 1 pour blesser à toute son armée, et à la limite si on le souhaite un Whirlwind. Et là on est à 400 points, on a 3 véhicules super sexy qui sont backline. Si on cherche un véhicule parce qu'on aime ça, middle line, et ben on va mettre un Predator Ball à 125 points pour pouvoir dire vas-y bouge à 24 mon pote. À 18, je t'intercepte où que tu sois à la fin de ta phase de mouvement ou à la fin de ta phase de charge. C'est super cool, et après tu vas aller chercher de l'agression. Exactement, et donc ça c'est quand même hyper intéressant de se dire qu'on a une armée qui a certes entre guillemets qu'un seul serment de l'instant, là où le SM, notamment l'ultramarine, pour aller en chercher 2, mais finalement il n'a pas forcément besoin d'en avoir 2 parce qu'un seul suffira pour optimiser ses armées de tir là où il est pas fort, c'est-à-dire que le tir c'est pas là où il est meilleur, mais tout d'un coup quand toutes ces armées de tir vont full reroll pour full le blesser, il va devenir fort. Et là où il est fort nativement, il le reste grâce à ses rerolls. Donc dans la conception de lead, c'est hyper intéressant. Après, je pense que c'est une armée qui va dépendre aussi un peu des tables de jeu, de voir comment ça va évoluer sur les décors, les bloquants et ainsi de suite. Mais c'est vrai que ça reste une armée qui, malgré tout, même sur l'advance et charge, a des unités qui vont bouger de 12, qui vont faire de la charge facilement relançable, donc à peu près fiable, et donc contester le milieu de map très facilement. C'est-à-dire que tous les objectifs qui vont être au centre de table, ou en tout cas sur cette ligne avec votre adversaire qui est au centre, vous savez que s'il y a une rune qui est bien placée, vous mettez derrière et vous attendez en fait, parce que vous êtes dans le mode viens le prendre l'objectif, parce que là je vais pas te manquer, et moi je vais pas venir te chercher, parce que de toute façon si je traverse la table peut-être que tu vas me tuer moi, donc je vais rester. Ça va être un peu le mode du chasseur attentif, hein. On reste caché, on attend sa proie, et si la proie vient, bam, et si elle vient pas, c'est pas grave, de toute façon on a nos points d'objectif planqués. Et à 11h on est bourré. C'est vrai, parce qu'on a trop attendu, la proie n'est jamais venue. Non mais en tout cas c'est un autre style de jeu que du Space Marine entre guillemets lambda. Il y a beaucoup de choses à faire comme tu viens de le dire, parce que les personnages sont cool, parce qu'il y a des unités qui sont cool, parce que finalement on combine aussi avec le Space Marine de base, hein, et que on l'a vu en rigolant, mais mine de rien une petite unité de 5 Vanguard vétérans bouclier tempête avec le garde, avec le prêtre sanguinien qui donne la 5+, feel no pain, plus la 4+ invulnérable. On a quand même une unité qui est dure à sortir avec l'Armor of Content, qui peut justement aller jouer l'escarmouche milieu de table en disant bah tu sais quoi, moi en milieu de table j'envoie juste celle-là qui vaut pas beaucoup de points. Pour la sortir, faut que tu commences à envoyer quand même du lourd parce qu'elle va tanker, et tant qu'elle est là, elle va venir t'embêter. Donc pourquoi pas, je veux dire, sur une unité qu'on verrait pas ailleurs, le Vanguard vétéran, parce que clairement pas bonne, en Blood Angel avec ça, avec la plus une attaque, avec le plus un PA et ainsi de suite, pourquoi pas. Donc ça redonne un peu la matrice ou la réflexion sur ces unités là, et c'est ça qu'on aime bien avec des suppléments, c'est qu'il y a des unités qu'on verrait pas dans certains chapitres et qu'on va revoir là, donc ça c'est cool, comme les Blade Guard, on n'a pas parlé, mais les Blade Guard vétérans de base qui ont des attaques de force 5 PA-2 dégâts 2, soit la reroll pour toucher de 1, soit la reroll d'invulnérable de 1, dedans mais un chaplain primaris pour donner aussi cette aura à 12 pas, pourquoi pas on lui met la règle, enfin il a la règle lance de base sur son unité, ça peut être pas mal dans un drop pod, et aussi plein de choses, bref, donc là, ce qu'il faut comprendre sur ce supplément-là, c'est que c'est un supplément qui a toutes ces synergies qu'on a vues, qui se combinent aussi avec le SM, donc il y a encore d'autres synergies qu'on peut aller chercher, et qui globalement, moi je trouve sur ces stratagèmes et ces règles de détachement, sont fortes, et donc te font te poser des questions sur est-ce que je vais sur une Gladius, est-ce que je vais sur du Blood Angel pur, qu'est-ce que je vais jouer là, est-ce que je joue que de la compagnie de la mort, ok, mais il me faut du chaplain, ok, alors est-ce qu'à ce moment-là j'enlève un peu de la compagnie de la mort, mais je me rajoute de la backline qui va tirer avec Out of Moment et chercher ses tanks comme tu le dis, pourquoi pas. Donc ça c'est super, et franchement je trouve que c'est un beau boulot. Maintenant il y aura toujours des builds un peu plus forts que d'autres, mais globalement je trouve qu'il y a beaucoup de choses à chercher. Je suis complètement d'accord avec toi, et surtout en fait on est sans doute sur un des chapitres avec le plus d'âme jouable de la part de Game Workshop. On profite en fait de tous les bons mots-clés, on est, en tout cas nos Death Stars sont toute infanterie. Je pense aux Space Wolves qui malheureusement on va avoir envie de jouer du Lutonnerre, ils sont toujours baisés même en V10 parce que c'est de la cavalerie. Et franchement ça c'est dommage, ou en tout cas le Blood Angel apporte une nervosité qui va apporter beaucoup de rejouabilité, soit avec les combos qu'on a vu aujourd'hui, soit avec l'Advance et Charge d'une doctrine d'assaut ou YOLO quoi. Donc franchement super belle
écriture de la part de Game Workshop pour le Blood Angel, ça fait plaisir. Un grand merci à toi justement d'être venu nous montrer un petit peu comment est-ce que tu te frites sur un champ de bataille. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez nous aider financièrement les amis, on a besoin de vous pour le nourrir ce petit homme là. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus et Wargamer.